Nous allons passer en fait à un deuxième thème. Ce deuxième thème tourne autour d'un sujet important, essentiel, parce qu'il constitue en fait et il détermine la question, ou en tout cas ce qu'est une communauté scolaire, en partie en tout cas, c'est la relation entre les écoles, l'école et les parents d'élèves. Pour cela, je vous propose une deuxième petite projection sur les attentes des parents tout particulièrement, ce qu'ils attendent de notre école et comment ces attentes nous rencontrent, nous, acteurs de l'éducation. Notre objectif, en gros, c'était que les enfants aiment l'école. Et aujourd'hui, les enfants, ils ont même envie d'aller à l'école pendant les vacances. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. On voulait que nos enfants ils aient un cadre, qu'ils aient un repère quand ils rentrent en France pour les vacances. Quand ils voient les cousins, quand ils voient les enfants des copains, ben, ils sont en moyenne section comme eux, ils sont en grande section comme eux. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Sauf que ben, ils sont en lycée français à l'étranger, ils sont dans la culture philippine, ils ont des événements philippins, ils sont dans un environnement étranger. Et du coup, ils sont aussi plus exposés à l'anglais. Ils apprennent plus l'anglais et donc c'est ce qu'on voulait. Ils apprennent très bien le français, mais en même temps, ils parlent bien l'anglais aussi. Je suis française, mon mari est allemand. Oui, pour nous, le choix, notamment avec la grande section, par rapport à la Vorschule allemande dans les jardins d'enfants, c'est plus de structure et clairement des apprentissages qui préparent mieux à l'entrée en CP. Donc une très bonne transition. Je vois mon fils, ne fût-ce que là en un mois de grande section, tout ce qu'il a appris avec des choses très concrètes. Il manipule énormément, donc pour eux c'est toujours un jeu. Quand je lui demande qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, il dit j'ai pas appris, j'ai joué aujourd'hui. Mais en fait il apprend beaucoup de choses et ça on apprécie beaucoup. Je suis lettone et mon mari il est luxembourgeois d'origine portugaise. Et on est ici à Berlin depuis 2 ans. Pour nous, le choix pour l'école française était à la fois orienté par des raisons personnelles et aussi pragmatiques. Personnelles parce que dans notre famille multilingue, moi et mon mari, on a choisi le français comme notre langue de communication, même si avec les enfants, on parle chacun dans notre langue. Et donc on voulait que la langue de la famille reste le français. Et puis comme mon mari il est diplomate luxembourgeois, il doit bouger tous les 4 ans. On a apprécié que l'école française a un grand réseau à l'étranger. Je suis franco-allemand, mon épouse est japonaise. Nous avons 4 enfants, dont 2 à la maternelle. Et avant de déménager à Berlin il y a 2 ans, nous étions à Londres, aussi dans une école AEFE. Et avant ça à New York, également en maternelle française. Le choix a été fait à New York il y a plus de 10 ans, simplement parce qu'on voulait que notre première fille apprenne le français, car elle parlait japonais avec sa maman et anglais avec ses amis. Et les écoles françaises ont l'avantage d'avoir un très très bon réseau à l'étranger. On a choisi l'école française parce que mon mari il est français et on habitait aux États-Unis. On voulait renforcer la langue française avec les enfants et aussi la culture, le côté culturel. I'm originally Russian and I live in Berlin since 14 years. And my husband was born in Paris, where he went also to maternelle. And when his family moved to Berlin, he was studying at the French-German gymnasium in Berlin. Yes, our children were at the German kindergarten with French language. And the system of a lot of freedom was not fitting our children. They were feeling a bit lost and they were not very happy there. So our decision to come to maternelle, it was because we believed that this structure, small groups, would the best for them, and I believe it was a very good decision because they're very happy and they're happy to be here. Je vais vous parler de mon expérience de Québec parce que lorsque je suis arrivé à Québec il y a 5 ans, 2014, je venais de France et effectivement en France la scolarisation maternelle c'est quelque chose d'assez ancré culturellement et c'est moins évident au Québec puisque l'école maternelle, le concept n'existe pas. Et le gros travail que j'ai eu à mener avec notamment les Québécois, c'est d'abord d'instaurer un rapport de confiance parce qu'effectivement en Amérique du Nord on est très vigilant sur la bienveillance.
beaucoup de rencontres avec les parents, beaucoup de cafés parents, beaucoup de rencontres à la fois formelles et informelles, l'institutionnalisation de journées d'accueil de façon vraiment à rassurer les familles sur ce qu'est une école maternelle à la française. À l'étranger, je pense que les familles ont des attentes différentes vis-à-vis de l'école. Des attentes plus fortes, notamment d'être plus partenaires d'éducation avec l'école. C'est aussi un public particulier que nous accueillons, des familles mixtes, des couples mixtes, 2, 3, 4 langues ou nationalités, donc qui recherchent une école maternelle à la française, mais avec une particularité très adaptée au pays d'accueil. Je suis à Berlin depuis 40 ans et à EASM, à l'école Voltaire de Berlin, depuis 23 ans. Beaucoup de parents qui avaient leurs enfants auparavant en kita et qui viennent chez nous nous disent on trouve ici beaucoup de discipline. En kita, parfois les enfants sont laissés un petit peu libres de gérer leur journée comme ils l'entendent, de faire des jeux, des dessins ou rien s'ils n'ont envie de rien faire. Ici, c'est plus structuré, on leur donne un programme de journée et des moments vraiment où ils doivent fournir un effort à tel moment. Et pour certains enfants et pour leurs parents, c'est tout nouveau ça. Madame Porte, je reviens vers vous. Après projection de cette vidéo de témoignage de parents, on constate que quand ils s'expriment sur leurs attentes, en réalité, leurs motivations sont d'une extrême variété. Et qu'il n'est pas nécessairement facile de répondre à toutes ces motivations-là. Une chose est sûre, c'est que ces motivations familiales, à un moment donné, il faut qu'elles rencontrent le projet de l'école qu'on propose pour la scolarisation de leur enfant. Donc, est-ce que cette vidéo, et quand vous constatez la diversité de ces motivations, à l'enseignante que vous êtes, confrontée au quotidien avec les familles, est-ce que ces motivations, elles font écho à votre pratique et de quelle manière elles font écho? Qu'est-ce que vous rencontrez finalement? De quelle manière vous traitez la rencontre entre l'offre éducative, le projet de votre école et puis les demandes, les attentes, les besoins exprimés par la diversité de ces familles? Alors les besoins exprimés, je dirais que ça n'apparaît pas tellement au niveau de la classe. Dans la pratique de classe, c'est vraiment l'offre globale de l'établissement scolaire. Effectivement, les demandes sont très diversifiées et variées puisque en fonction de la culture des parents, donc nous avons beaucoup de nationalités au sein du lycée français de Budapest et les motivations sont totalement différentes bien sûr. Donc ce qu'on remarque, c'est que les familles françaises bien sûr veulent être assurées que nous suivons bien le programme de l'éducation nationale puisque souvent les expatriations se font sur 3, 4, 5 ans et qu'après il y a un retour qui doit être préparé pour la France. Donc ça, dès la maternelle, les parents font le choix de l'école française parce qu'ils savent que nous maîtrisons parfaitement les programmes et que nous les mettons en œuvre. Pour les autres parents, notamment hongrois, c'est surtout l'offre globale de l'établissement qui compte. Ça veut dire que, comme la thématique de la semaine des lycées français du monde, c'est que nous allons de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Donc pour eux, c'est vraiment une gage de qualité parce qu'ils savent que leur enfant va suivre un parcours global et qu'il aura le baccalauréat français qui lui ouvrira certainement des portes à la fois en France ou ailleurs à l'étranger. Et pour ça, ils optent de choisir l'école maternelle, dès la maternelle, pour avoir cette formation dès la petite enfance. Pour avoir une meilleure offre. Et c'est également valable non seulement pour les familles hongroises, mais également pour les nationalités tierces qui sont installées dans le pays, même pour une courte durée ou pour plus longue durée, qui privilégient effectivement cette offre globale. Et les motivations, c'est aussi, bien sûr, dans la qualité de l'offre, non seulement sur le temps d'enseignement, mais aussi sur le temps périscolaire, aussi sur la qualité des intervenants, que ça soit en langue ou d'autres matières. Donc vraiment, quand nous organisons les journées portes ouvertes qui ont lieu tous les ans, on essaye d'interroger les parents sur leur motivation, sur la raison de leur choix, à la fois pour se questionner nous-mêmes sur l'offre, l'amélioration, bien sûr, parce que l'offre peut être toujours améliorée et revue, et aussi comment coller au plus près, justement, à ces motivations différentes et adapter l'offre de l'établissement. Merci à vous. Je me tourne vers Monsieur Brochet.
J'aurais envie de vous poser, Monsieur Brochel, une double question. La première, c'est de savoir en quoi, pour vous, les parents sont des acteurs clés de notre système. Pourquoi faut-il finalement les considérer, hein, et considérer leurs attentes? Et puis peut-être la deuxième question plus personnelle. Vous avez aussi, vous, en tant que parent, côtoyé l'école maternelle française. Et j'aimerais savoir en fait ce que vous avez pu en retirer à titre personnel de cette première rencontre. Alors, la première question est presque curieuse, parce que les parents et leurs enfants, c'est pour ça que nous avons des établissements à l'étranger. Ce n'est pas pour nous faire plaisir. C'est parce que nous sommes sûrs que nous pouvons répondre à un besoin, mais nous devons travailler pour cela, à en convaincre les parents. La loi sur l'école en France c'est la loi sur l'école de la confiance. Mais pour le réseau de l'enseignement français à l'étranger, c'est chaque jour un contrat de confiance qui est passé avec les parents qui nous confient leurs enfants. La plupart des parents, des familles qui s'adressent à l'école française à l'étranger ont le choix et peuvent s'adresser à d'autres systèmes éducatifs. Donc les Français, c'est vrai, viennent plus spontanément vers nous, mais on voit bien qu'il y a certains pays dans lesquels ils commencent à regarder d'autres systèmes. Mais les étrangers, rien ne les oblige à venir vers nous. Donc la base, c'est un contrat de confiance avec eux. Ils nous confient leurs enfants dès la maternelle et nous allons les emmener jusqu'au baccalauréat, comme le rappelait Madame Porte, dans un projet global. Mais la nouveauté peut-être dans les dernières années, c'est que sur la maternelle, pendant longtemps, nous étions seuls sur ce créneau scolaire. Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, nous ne sommes plus seuls. Monsieur Houillel est en Allemagne et pourra en parler. En Allemagne, on voit se développer la transformation des kindergarten en véritables écoles maternelles, même si elles n'en prennent pas le nom. Et le fait qu'on soit pratiquement les seuls à utiliser ce mot d'école pour la maternelle est très révélateur, mais on en a parlé dans la première partie. Donc nous devons vraiment aller au-devant des familles. Celles qui nous connaissent viennent plus spontanément, ont des attentes, vous le signaliez, Madame Porte, pour les familles françaises, qui connaissent les programmes français, qui savent ce qu'elles veulent. Pour les autres, elles peuvent être à hésiter entre plusieurs systèmes, et nous devons leur montrer que nous avons quelque chose d'original et de particulièrement utile pour le développement de leurs enfants, et que nous créons ce contrat de confiance. Alors, ce que vous me disiez, moi j'ai eu 2 enfants qui sont passés par les écoles maternelles, un en France, l'autre dans un lycée français à l'étranger, puis une 3e petite qui, elle, est passée dans un système maternel étranger quand j'étais en Italie. Et j'ai pu mesurer ainsi toutes les différences. Je dirais qu'entre celui qui a été en France et celui qui a été à l'étranger, en Croatie et ensuite en Italie, il n'y a pas de différence majeure. J'ai retrouvé la même école, les mêmes attentes, et je ne me suis pas particulièrement posé de questions, mais parce que je suis culturellement. En revanche, quand j'ai mis ma petite dans l'école maternelle italienne pour des raisons pratiques, je dirais, initialement, je me suis retrouvé dans la peau, finalement, d'un parent étranger qui se tourne vers notre système, c'est-à-dire quels sont les attendus du système, est-ce que elle ne va pas être trop perdue, elle ne parle pas la langue, à la maison, ce n'est pas notre langue, etc. Donc j'ai bien vu. Et là, je me suis senti parfois un petit peu perdu. Je ne savais pas où on allait. Et je me dis que nous devons nous poser la même question dans notre école maternelle. Est-ce que nous savons expliquer simplement aux parents étrangers ce que l'on va faire? Eux, ils viennent avec 2 idées. La bienveillance, le fait que leur enfant sera bien, sera heureux, et puis vers où on l'amène. Est-ce que nous sommes aujourd'hui capables d'expliquer simplement aux parents vers où on les amène, sans parler de façon trop je dirais, jargonnante, trop pédagogique, mais avec les mots simples que les parents veulent entendre pour le développement de leur enfant. Très bien. Alors justement, je me tourne vers Thierry Houillel. Sur la manière justement de répondre au souci qui vient d'être exprimé par notre directeur, c'est-à-dire finalement accueillir, inclure les élèves passe manifestement, parce que tout se tient, par une école inclusive aussi vis-à-vis des parents.
Donc par quel dispositif, par quelle pratique on peut assurer en fait cette association forte des parents à l'école, sans tomber évidemment dans la confusion des rôles de chacun, en assurant les complémentarités de chacun, dans l'approche éducative de l'élève, dans l'encadrement de l'élève. Mais ça peut passer par quoi finalement dans une école? Par quel type d'initiative? Alors pour répondre à la question, je partirai d'une anecdote. C'est intéressant quand on arrive le matin à l'accueil dans une classe de maternelle et qu'on écoute de manière assez fine ce que disent les parents au moment où ils veulent se séparer de leur enfant. On a d'un côté « have fun », amuse-toi bien, de l'autre « travaille bien ». Et là, on a un révélateur tout à fait intéressant sur la prise en compte, qui était évoquée tout de suite, de la diversité en fait des attentes, des représentations aussi des parents. Alors moi je dirais que la concurrence qui est toujours plus forte, plus offensive aujourd'hui sur le marché de la petite enfance, c'est une véritable opportunité pour nos équipes, parce que ça veut dire qu'il faut que nous continuions à communiquer de manière beaucoup plus fine sur notre manière de faire par rapport aux petits-enfants. Je dis ça parce que on a à faire comprendre, me semble-t-il, dans le message général, que la maternelle, elle a comme objectif, qu'en la quittant, un petit bout de chou puisse se dire j'ai un capital confiance que j'ai pu acquérir à la maternelle et je suis en capacité de réussir mon CP. En fait, quelles que soient les approches, c'est à cette posture-là qu'il faut pouvoir arriver. Alors, ça veut dire qu'il faut que les parents soient associés à cette co-construction de parcours. Et aujourd'hui, on assiste à une pluralité de mise en œuvre pour favoriser cette confiance mutuelle à travers un dialogue avec les parents. Alors j'en citerai quelques-unes de ces modalités. On a d'abord l'accueil quotidien qui reste quelque chose de majeur en maternelle. Et cela requalifie aujourd'hui à la fois le rôle de l'enseignant, de l'enseignante, mais aussi le rôle des assistantes maternelles. Bon. Qui fait quoi? Qui dit quoi aux parents? Parce qu'on a des écoles dans lesquelles l'enseignante n'est pas forcément porteuse de la langue du pays hôte. Ce qui veut dire que c'est l'assistante maternelle qui va avoir le direct avec les parents. Et aujourd'hui, j'ai sous les yeux d'ailleurs une charte des ASEM qui est déjà bien engagée dans bon nombre d'écoles, qui fixe justement la manière dont on peut dialoguer. On a également des portes ouvertes de manière un petit peu plus classique. On a de plus en plus aussi d'enseignants qui pensent qu'au lieu de faire un long écrit ou de présenter les choses à l'oral, eh bien, font du concret, c'est-à-dire que leur classe est ouverte. Leur classe est ouverte et il n'y a rien de mieux, parce qu'il n'y a pas forcément le barrage des langues, il n'y a rien de mieux pour les parents d'assister justement à ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie sur les démarches pédagogiques. Et puis on a des ateliers qui sont pris en charge aussi par des parents, des ateliers lecture, peut-être que dans le dernier chapitre de la table ronde on évoquera la question du plurilinguisme, mais on a un éveil aux langues et aux cultures du monde et on a des parents, des papas, des mamans qui viennent sensibiliser les enfants à travers des lectures d'histoire à cette formidable richesse concernant les langues. Et puis peut-être deux derniers éléments, et la liste n'est pas exhaustive, c'est le livret d'accueil. Le livret d'accueil, vous voyez, ça n'est pas complètement superposable avec le règlement intérieur. Il s'agit d'un livret d'accueil, c'est-à-dire une disposition que nous avons en termes d'état d'esprit pour pouvoir favoriser ce dialogue avec les parents. Donc les mots là ont effectivement leur importance. Parce que on s'adresse, quand on dit aux parents, on est tous sensibles au fait que on a probablement un stéréotype, sauf que aujourd'hui on a une diversité des parents telle que entre un parent expatrié, entre un parent qui est du pays, en Hongrie ou ailleurs, un parent qui est de passage, plus des parents qui sont binationaux, le rapport là à l'école doit être bien personnalisé et différencié. Et puis peut-être un dernier élément, ce sont comme modalité de dialogue, ce sont les soirées à thème. Par exemple, aujourd'hui, il y a un thème qui fait fureur, c'est celui de la maternelle et du numérique. Laisser le petit enfant devant les écrans, est-ce que c'est bien, pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là-dessus, moi je crois qu'il faut qu'on puisse répondre de manière juste, raisonnée, mais en même temps assez fine. Merci beaucoup.
Françoise Matossi, il y a effectivement un certain nombre de leviers qui viennent d'être identifiés par Thierry Houillel et qui peuvent faire l'objet d'un travail particulier avec les familles. Alors c'est vrai qu'on peut aussi imaginer leur participation, comme en France j'imagine, à des sorties, à des projets de classe ou des choses comme ça. Il y a la question de l'accueil quotidien qui leur est réservé, la fluidité de la communication qu'on peut leur réserver, la disponibilité qu'on peut leur réserver. Il y a un sujet qui peut être, j'ai pu le remarquer, potentiellement conflictuel, en tout cas ici ou là. C'est la question du suivi et des modalités du suivi de l'évolution de l'élève. En matière d'évaluation telle qu'on l'imaginait tout à l'heure, telle qu'on l'a présenté tout à l'heure, en insistant sur son caractère positif à la maternelle, est-ce que vous avez en tête des modalités qui permettent effectivement aux enseignants et aux parents d'avoir une vision et d'échanger pour construire une vision concertée, sans dramatisation, de l'évolution de l'élève, de l'enfant, sur les pratiques d'évaluation et sur le suivi? Alors sur la question du suivi, il faut savoir que déjà il existe un outillage national qui est bien déterminé, notamment les bilans réguliers, les cahiers de réussite, etc. Donc qui sont relativement bien fournis. Moi, ce que je rajouterais comme particularité qu'on trouve assez fréquemment d'ailleurs dans nos établissements, c'est la pratique du portfolio, en fait. Et là, on ajoute en fait à la dimension évaluation par observation, évaluation bienveillante de l'enseignant qui observe et qui rencontre régulièrement des avancées, en fait, qui n'est pas une évaluation, sous forme de petits examens sur table, etc. On peut ajouter cette implication de l'élève dans ses progrès. C'est-à-dire c'est lui qui observe et qui peut dire à certains moments, alors ça peut se faire par photographie, par comparaison à certains moments, en fait, dans certaines activités, de réussite qui permettent de voir comment l'élève a évolué lui-même. Je pense que les deux sont tout à fait complémentaires et que à cela, on va associer, parce que je ne perds pas de vue le fait que ceux qui sont le plus intéressés par en fait, les résultats de leurs élèves, de leurs enfants, sont les parents. Et ça permet aux parents d'avoir un double dialogue, un dialogue directement avec l'enseignant qui est, lui, le spécialiste, l'expert, et qui saura vous dire si votre enfant est, on va dire, dans les clous par rapport à une progression normale et par rapport à ce qu'on attend. S'il est plutôt en avance, s'il est plutôt en retard, comment on peut l'aider, comment on peut le faire avancer, le rassurer, lui dire que c'est tout à fait normal, puisqu'il est du début d'année ou de fin d'année, etc. Apporter des aides s'il le faut, notamment en langue. Et puis, ce dialogue que peut avoir l'enfant par rapport à ses propres outils, c'est-à-dire on l'a pris en photo, il a choisi un certain nombre de réussites qu'il veut montrer à ses parents, et là, il saura en parler. Et donc là, on associe vraiment les deux volets. Et ce qui est important, c'est que les parents sont rassurés, parce que je voulais revenir à ça. En fait, il se trouve que le choix que font les parents d'une école maternelle, elle est énormément chargée d'affect. Et ils veulent être rassurés, ils veulent vous connaître, ils veulent savoir je parle de l'enseignant, ils veulent savoir quelle personne bienveillante vous êtes. Qui est la SEM? Quelle est la personne bienveillante qui est la SEM? Comment on s'occupe de l'enfant? Il voudrait être une petite souris pour voir tout ce qui se passe dans la classe. Donc on va leur redonner des éléments par voie de blog, par photo, par petits bouts de film, etc. pour les rassurer. Au-delà de tout ce que mes collègues disaient, c'est-à-dire toutes les invitations, plus il y a d'invitations, mieux c'est. Mais on a aussi tout un tas de parents qui ne peuvent pas se rendre à l'école tous les matins parce que l'école est éloignée, que les enfants prennent un transport scolaire. Et là aussi, il y a toute cette approche bienveillante, c'est-à-dire, et que se passe-t-il de mon enfant quand il arrive dans votre école? Est-ce qu'on peut un peu le coucher parce qu'il s'est levé tôt, avant le début de la classe? Est-ce que, voilà, ça touche un peu plus que tout ça, cette approche positive et bienveillante, c'est aussi tout l'environnement. Et ce qui pourrait être, j'ajoute juste un élément pour terminer, ce qui pourrait être un petit peu complexe, on va dire, c'est que pour les parents, évidemment, il y a ces deux objectifs que vous vous rappeliez, monsieur le directeur, à savoir que les parents cherchent un endroit, une école où
on peut être sûr qu'il va y avoir des acquis et des connaissances. Ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, il cherche un endroit qui va être rassurant, bienveillant, pour faire le relais par rapport à la famille. Donc, il faut vraiment concilier ces deux choses-là. Et là, eh bien, cette bienveillance, il faut pouvoir en parler, il faut vraiment en faire quelque chose de visible, parce que c'est un petit peu difficile pour les enseignants, sachant que, disons qu'il y a un petit peu comme une espèce de schizophrénie. Là, d'une part, l'enseignant doit détacher le petit enfant de ses parents, psychologiquement j'entends, hein, pour l'ouvrir et faire en sorte qu'il aille vers autrui, parce que c'est ça qui va permettre la socialisation et justement tous les apprentissages. Et d'autre part, il faut aussi qu'on continue ce côté, on fasse le relais par rapport au côté affectif. Donc, j'ai juste ajouté une toute petite chose qui me semble être aussi très liée, c'est qu'en fait, on oublie souvent de dire que l'élève, quand il nous arrive à l'école maternelle, c'est un petit enfant en devenir dans sa globalité qui est déjà très développé et qui possède un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être acquis à la maison. Et que ça aussi, ça relève de l'expertise de l'enseignant, de savoir mettre en évidence et repérer tout ce que l'enfant sait déjà. Ça nécessite un dialogue extrêmement proche, rapproché avec les parents pour pouvoir prendre en compte en fait les acquis de l'élève et poursuivre dans son parcours de scolarité. Merci pour cette réflexion. Oui, discuter de ce que l'enfant sait déjà. Discuter de ce que l'enfant sait déjà, oui. Et dans combien de circonstances, combien d'occasions, on se rend compte effectivement quand on entend l'enseignant parler d'un enfant, à quel point en fait le parent découvre la réalité de cet enfant, qui ne se comporte pas du tout en classe comme il se comporte à la maison. Et donc on a effectivement là, de ce point de vue-là des surprises étonnantes. Et donc rien que ça, rien que l'idée qu'on a un enfant qui vit à la maison avec sa famille, avec ses parents, et un enfant qui vit autre chose dans une communauté scolaire, eh bien, effectivement, il montre, il révèle, il se révèle de manière complètement différente. Et ça, c'est vrai que, ne serait-ce que ça, pour appréhender la totalité des paramètres de personnalité de l'enfant et de son adaptation à différents environnements, il est complètement nécessaire d'échanger. Il y a quelque chose aussi qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit. Dans la manière de je posais la question du suivi de l'élève, j'avais en tête quelque part un suivi concerté entre la famille et l'enseignant. Finalement, ce sont des adultes qui parlent ensemble de l'évolution de l'enfant. Dans ce que vous dites, c'est l'enfant qui parle aussi aux adultes de son évolution et de la manière dont il se la représente. Et ça, je trouve ça tout à fait fondamental et intéressant parce que c'est pour lui, et là on est à l'école, c'est pour lui la capacité effectivement de mettre à distance son expérience de la maison, de l'école, et de verbaliser ce qu'il fait et ce qu'il apprend à faire. Ça me paraît fondamental et j'imagine assez facilement cette situation où on a l'enfant, à partir des photos, des traces de ses productions en classe, qui s'exprime auprès de son papa, de sa maman et de sa maîtresse ou de son maître sur ce qu'il a appris. Je trouve ça effectivement tout à fait intéressant. Nous sommes là en fait au terme de la deuxième page de l'émission qui concernait effectivement la relation école-famille.